Bon, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette conférence de presse de début d'année. Bonne année, meilleurs vœux. Bien sûr, on regrette qu'une fois de plus, nous nous retrouvions en virtuel et que le contact ne puisse pas se faire de façon plus proche, plus réelle, plus spontanée. Mais voilà, on a commencé à s'habituer à ce genre d'outils et malgré tout, c'est un pis-aller de qualité. Alors j'espère que la méthode ne nous empêchera pas d'échanger de façon la plus spontanée possible. Alors, conférence de presse de cette nouvelle année, c'est d'abord un retour sur 2021 et 2021 qui, je crois que ça n'est un scoop pour personne, mais il est pourtant extrêmement important de le rappeler, a été une année, je dirais, formidable pour le vélo. Très forte augmentation. Euh, alors, l'ensemble des statistiques le montrent, hein, plus 28% de passages à vélo en 2021, avec un certain nombre de déclinaisons en fonction des types de territoires, mais malgré tout une augmentation très nette partout, puisqu'on est à plus de 30% en urbain, 20% en périurbain, et que même en rural, où souvent ça n'était pas considéré comme le lieu du vélo, on a eu, ou en tout cas le lieu privilégié du vélo, on a eu plus de 14% d'augmentation des passages et donc une vraie manière différente de voir le vélo dans ces territoires. Voilà, un vélo incontournable, un vélo médiatisé, et c'est une chose qu'on a pu particulièrement voir tout au long de l'année dans le cadre, on l'avait déjà vu dans le cadre des municipales, mais aussi dans le cadre des élections régionales et départementales, où finalement les problématiques vélo se sont invitées, je dirais, pratiquement partout. Et où les débats ont été riches et où à la fois les électeurs, les populations, les habitants, mais aussi les élus ont tenu à mettre le vélo en bonne place dans leur programme et dans leur manière d'envisager les problèmes. Le deuxième point marquant de cette année, c'est incontestablement la prime à la conversion au VAE dans le cadre de la loi climat. Là encore, le vélo qui s'affirme en alternative à la voiture et confirme son positionnement en tant que mode de déplacement du quotidien. Et ça, ce sera, je pense, un peu un leitmotiv de notre rencontre d'aujourd'hui. Deux manifestations particulières qui ont marqué l'année. Le mai à vélo, au début, qui était une première, qui s'est passé dans un contexte qui restait un contexte de crise et de confinement. Mais malgré tout, les collectivités, les associations ont fait assaut d'imagination et on a eu plus de 1500 manifestations, la plupart totalement adaptées finalement à la crise sanitaire et aux protocoles sanitaires qui s'appliquaient et qui ont rendu cette manifestation extrêmement vivante et qui, je crois, incontestablement s'inscrit dans la durée. Et on voit bien que pour mai prochain, les projets sont déjà en route. Et puis, un rendez-vous du club qui a été important, c'est celui du congrès. Nous avions 2 ans sans congrès et on a eu un très très beau congrès à la fois de façon qualitative mais aussi de présence de nombreux délégués qui étaient particulièrement heureux de se retrouver, particulièrement heureux d'échanger avec les exposants, mais dans des exposés, des tables rondes extrêmement riches. Donc, finalement, en dépit des difficultés, une très belle année 2021. Alors, 2021, c'est du passé. On est là pour se projeter sur 2022. Et la grande nouveauté de 2022 pour le club, c'est d'avoir, lors de sa dernière assemblée générale de décembre, ajouté le mot marchable au titre même de notre association. Donc, Club des villes et territoires cyclables et marchables. Alors, pourquoi ?
Je pense que l'explosion du vélo a mieux mis en évidence que le vélo était complémentaire de la marche, qu'il ne fallait absolument pas que vélo et marche soient vus comme concurrents, ce qui parfois, quand on pense à la configuration de certaines pistes cyclables, par exemple sur des trottoirs, pouvait poser quelques problèmes, d'autant que la crise sanitaire nous a bien montré à quel point l'espace public et l'espace trottoir était un espace précieux, puisque finalement on y a vu à la fois les distanciations des queues d'attente pour entrer dans les commerces, les terrasses, et que la progression des vélos, la progression des marcheurs pouvait parfois se trouver quelque peu entravée, et que un sentiment de mauvaise prise en compte de la marche est apparu chez beaucoup de marcheurs. Alors, pourquoi est-ce que les projecteurs étaient d'abord lancés sur le vélo? C'est simplement parce que la part modale du vélo dans nos villes et sur nos territoires était extrêmement faible, et que lorsque on travaillait sur nos PDU, nous avions globalement des parts de marche relativement correctes et des parts modales de vélo extrêmement faibles. Et donc, tout le travail a été lancé sur le vélo pour le faire démarrer. Aujourd'hui, où on voit bien que la dynamique existe au niveau du vélo, il ne faudrait pas qu'on ait une forme de retard pris par la marche. Et donc, on est sur une réflexion globale des déplacements du quotidien, puisque on peut dire que en gros, 4 déplacements sur 5 quasiment font moins de 5 km et pourraient être faits soit à pied, soit à vélo. Et que donc, qu'on dénombre 9 fois plus de déplacements locaux à pied qu'à vélo, et qu'il faut que les deux modes actifs, et d'où le fait de parler de mobilité active, il faut que les deux modes actifs se vivent véritablement comme complémentaires et construisent l'un à partir de l'autre. Et finalement, le tout arrive à nous faire envisager, et là je pense que c'est notre rôle effectivement de collectivité, nous fait envisager un partage différent de ce qu'est l'espace public. On est vraiment dans un espace public qui, jusqu'à très récemment, et encore aujourd'hui dans bien des cas, s'organise autour de la voiture. Les largeurs, les emprises sont ceux de la voiture. Les transports en commun y trouvent souvent difficilement leur place, et ce qui reste semblerait pouvoir être dédié au vélo et aux piétons. Et l'idée, c'est bien de renverser la hiérarchie et de se dire que l'essentiel des déplacements peuvent se faire par ces deux modes, et qu'il faut leur donner toute leur place en tête de hiérarchie et au sommet de la pyramide. Le travail qui a été fait par l'enquête des villes marchables et les remontées que nous avons eues à ce niveau est extrêmement important et symptomatique. Premier baromètre des villes marchables, c'est un point qui est important. Donc, voilà le travail qui est lancé dans ce domaine. Excusez-moi, maire d'une petite commune, comme je n'ai pas répondu à la porte, on tape à la fenêtre, mais je poursuis le travail avec vous. J'espère que vous n'êtes pas dérangés. Voilà, donc un point important de cette année 2022 sera bien d'agir sur cette redistribution de l'espace public.
Les 225 élus du club sont particulièrement attentifs à cette question et le document de liaison que nous avons avec l'ensemble des membres et aussi avec l'ensemble de nos partenaires, l'e-lettre, a été revisité de manière à bien mettre en avant cette question-là. Le deuxième aspect important du travail pour 2022 est un travail déjà engagé au niveau de 2021, c'est celui sur la filière vélo. Il existe en France historiquement une filière très dynamique du vélo et c'est pas moi qui vit sur l'agglomération des cycles Bertin qui pourrait dire le contraire, une filière très dynamique qui a été très dynamique et qui est encore très dynamique. Mais on a vu avec l'explosion du vélo la difficulté au niveau de l'approvisionnement, aussi bien en vélo qu'en pièces détachées. Et le club a donc lancé une réflexion importante à ce sujet. La France a toutes les potentialités pour développer de façon extrêmement importante cette filière. Et nous avons lancé avec un certain nombre d'entre vous une enquête forte sur cette question, visite d'entreprise, visite de territoire qui ont la chance d'avoir des entreprises vivantes et réflexion sur la manière dont elles pourraient se développer. Alors, je pense que je vais sur la filière vélo laisser la parole quelques instants à M. Gouffier-Cha qui s'est vu confier une mission par le Premier ministre qui est coprésident du club des élus nationaux avec M. Fernic qui est donc coprésident des élus nationaux pour le vélo et qui s'est vu confier cette mission de travail sur le développement d'une véritable filière extrêmement dynamique sur le vélo et qui doit rendre son rapport d'ici quelques semaines, mais je vais lui laisser la parole, je pense. Françoise. Guillaume est-il là? Oui, je suis là. Oui, voilà. Bonjour Guillaume. Je reprends après. Guillaume, je te laisse la parole. Catherine qui… Oui, si ça ne vous ennuie pas, on va juste reprojeter le film du Tour de France. Ah, d'accord, d'accord. Ok, oui, diffusion du film, on y va. On n'entend pas. On a fait le test, tout fonctionnait, on repart. On n'entend pas. On vient de finir la première édition de notre Tour de France des entreprises qui produisent des vélos en France. On est très content de ce premier tour d'horizon. C'était déjà la bonne méthode d'aller sur le terrain et d'y aller avec l'association Ville et Territoires Cyclables qui est implantée dans l'ensemble de nos territoires, qui connaît ses adhérents, les acteurs qui font cette association. Ça permet de faire se rencontrer différents acteurs du vélo, des collectivités, des parlementaires, des élus, mais aussi des chefs d'entreprise. Avec ce Tour de France, le club de Ville et Territoires Cyclables, il avait envie de montrer les capacités, le potentiel de la filière vélo française. Je pense qu'on a rempli le contrat, puisqu'on a visité 4 entreprises, toutes très différentes et en même temps avec beaucoup de points communs. C'est une très très bonne occasion de nous faire connaître, de valoriser l'entreprise, de valoriser la filière cycle en Pays de la Loire, donc je suis ravi. Et je félicite le Club des Villes et Territoires Cyclables de cette initiative.
Ça fait longtemps que je crois que le secteur du cycle n'était pas aussi bien porté, avec des ventes en forte hausse, avec vraiment une révolution avec le vélo électrique. Et ce n'est pas le vélo électrique contre le vélo classique, c'est le vélo électrique en plus du vélo classique, le vélo électrique qui met les gens au vélo. Donc c'est forcément très porteur. Et je crois qu'on est de toute façon sur une tendance de fond et on prévoit un avenir positif pour cette filière. Toutes ces actions en faveur du vélo sont bonnes pour le développement du vélo. On est très content d'avoir eu ces changements sur nos territoires. On est très volontaire à l'idée qu'il y ait une vraie filière vélo qui se développe parce qu'à la fois, il y a des opportunités de marché. On voit que tous les indicateurs sont ouverts. Et si ça permet en plus de générer de l'emploi et de développer la partie économique, je dirais qu'on invite tous les autres acteurs à rentrer dans cette démarche de générer de la valeur sur notre territoire. C'est important pour nous parce que ça permet de rassembler l'ensemble des acteurs qui touchent de près ou de loin au vélo. Et après, l'idée, c'est de faire une vraie synthèse de ces visites pour comprendre les enjeux de la filière non seulement économique, mais aussi industrielle du vélo. On avait eu l'intuition dès 2015 au Club des villes et territoires cyclables qu'il fallait qu'on creuse cette histoire de filière vélo. La démonstration, là, elle est... Bonjour Françoise. Il y a un sujet de formation, de métiers d'avenir, avec des collaborations avec des instituts de formation, notamment les IUBMM, qui permet d'aller chercher des jeunes, de leur montrer les métiers du vélo et de les inciter à rejoindre les chaînes de production. À chaque visite, on a pu rencontrer des collectivités territoriales extrêmement fières de leur production vélo. Elles nous ont toutes dit que c'était un étendard pour elles, que c'était un motif de fierté pour le territoire. Du vélo usage, autour des plaisirs du vélo, il y a aussi la logique économique et de développement des territoires dans la dimension des emplois. Moi, c'est clairement ce qui m'a beaucoup plu. Tout ce qui peut toucher au vélo et tout ce qui peut développer l'activité autour du vélo, c'est important à tout point de vue. Créateur de richesse, créateur d'emplois, et puis une belle identité aussi pour un territoire. On a eu des parlementaires avec nous qui sont convaincus ou qu'on a convaincus pendant ces visites de l'importance de l'accompagnement au niveau étatique de la filière économique vélo. L'ensemble de ces visites, de ces 4 journées de visite sur le terrain, nous démontre que oui, il y a bien des acteurs qui sont là, des acteurs qui sont en pleine croissance, qui doivent faire face à une demande particulièrement forte. On a un réel savoir-faire en France, donc c'est aussi quelque chose à valoriser, à faire connaître. Il est important que nous, parlementaires, responsables politiques, on montre qu'on est vraiment soucieux d'avoir une filière vélo, d'avoir une industrie du vélo qui soit à la hauteur de ce qui est en train de se passer dans la société française. Et on doit vraiment favoriser ce mode de déplacement et on doit vraiment, nous, en tant que parlementaires, en tant que personnalité politique dans ce pays, faire en sorte que le vélo se développe. Il semble qu'il y ait des messages qui passent. Il faut absolument, si on veut que cette filière continue sur sa lancée et produise tous les effets bénéfiques qu'on a vus sur l'emploi, sur l'attractivité, le développement des territoires, l'État doit être là, doit aider les investissements, doit aider globalement le fonctionnement optimal d'une filière économique qui est extrêmement vertueuse et qui est en plein essor. Au bout de 4 jours, ce qui est incontestable, c'est l'explosion absolue de cette filière économique du vélo. En quelques années, on est passé de quelque chose qui était un peu balbutiant à quelque chose d'énorme que plus personne ne peut contester et qui a certes besoin d'accompagnement, mais qui est sur une dynamique absolument phénoménale. Donc, merci. Maintenant, je passe la parole à Guillaume Boufféchat qui va nous parler de la mission qui lui a été confiée. Merci Françoise. Et permets-moi déjà de te souhaiter une belle et heureuse année 2022 de vive voix et beaucoup de la santé et de beaux projets pour cette nouvelle année, et notamment sur le vélo et le développement du vélo. Et merci bien entendu aussi à tes équipes et à Catherine en tout particulier pour tout le travail que nous menons main dans la main depuis maintenant un peu plus de 4 ans, et puis tout le travail accompli au cours de la dernière année, notamment sur ce sujet de la filière vélo, et j'y reviendrai dans un instant. Et merci à toutes et à tous pour votre présence, et à toutes et à tous également une belle et heureuse année 2022 au nom
Alors, du club, bien entendu, du Ville et Territoires Cyclables, Françoise, tu l'as dit tout à l'heure, et du club des élus nationaux pour le vélo aussi en mon nom. Merci d'avoir diffusé ce petit film qui est important dans l'historique des travaux que nous menons sur la filière économique du vélo. Et merci vraiment à l'engagement et aux travaux qui ont été menés par le club et qui ont permis justement la naissance de cette mission, pour venir un peu en arrière et que tout le monde ait bien tous les éléments qui permettent de comprendre le pourquoi de cette mission. À la fin de l'année 2020, début année 2021, à partir de l'ensemble des travaux qui sont menés maintenant depuis plusieurs années et qui visent à renforcer, à déployer, développer l'utilisation du vélo dans notre pays. Nous avons été un certain nombre à poser la question des retombées économiques pour notre pays, pour nos territoires, en ayant le sentiment que quelque chose était en train de se passer, que quelque chose était en train d'exister, notamment sur le tissu industriel, mais on va vite voir qu'il ne s'agit pas que du tissu industriel. Et donc, c'est ce qui a permis de déclencher le premier Tour de France avec le club Ville et Territoires Cyclables. Et c'est sur ce Tour de France que nous nous sommes appuyés, ce que nous avons vu à la fin du printemps, au début de l'été, lors de ces premiers déplacements, que nous avons réussi à convaincre le gouvernement de me confier une mission pour poursuivre ces travaux sur une durée de 3 mois. Alors, ça débordera un peu, puisque je rendrai ces travaux sur la deuxième quinzaine de janvier. On finit avec Florence Gall, ma directrice de cabinet, et Mono Fulda, la rédaction du rapport. On a réalisé l'un des tout derniers déplacements et l'une des toutes dernières auditions hier à la région Centre-Val de Loire, à l'invitation de la région et de son président François Bonneau, pour notamment aborder les sujets vélotourisme et industrie du vélo et les ponts qu'il peut y avoir au passage entre le vélotourisme et le vélo du quotidien, le vélotourisme et l'industrie du vélo. Sur les retombées, effectivement, nous avions le sentiment que quelque chose était en train d'exister, d'une industrie avec laquelle notre pays a une histoire particulièrement forte, qui a été un des pays leaders sur l'industrie du vélo et qui a tout perdu, qui a laissé partir énormément, laissé partir des compétences, fermer des entreprises, laissé partir des brevets. C'est ce que nous avons vu au cours des différents déplacements. Et nous avons vu aujourd'hui un secteur qui est en reconstruction, en renaissance d'une certaine manière, dans un contexte de développement du vélo, mais aussi dans un contexte de concurrence internationale pas évident, de grande dépendance vis-à-vis de l'Asie sur un certain nombre de pièces, mais aussi dans un moment où nous connaissons, avec le développement du vélo, une double révolution d'une certaine manière du vélo assistance électrique et du vélo cargo, qui entraîne une montée en gamme des vélos et donc des opportunités à prendre pour notre secteur industriel sur le développement du vélo. Alors, je ne pourrais pas peut-être rentrer ce matin dans les précisions des préconisations que je ferai d'ici quelques jours, parce qu'il faudra d'abord que je les transmette quand même au Premier ministre qui m'a transmis la mission et que je ne peux pas lui communiquer ça par voie de presse, mais peut-être quand même sur quelques premiers constats. Sur l'importance de construire une filière, ça c'est une nécessité. Aujourd'hui, on a un grand nombre d'acteurs qui sont très éparses, qui peuvent donner l'impression du côté des pouvoirs publics qu'il n'y a pas d'existence de filière et qu'il y aurait une filière qui serait assez faible. Et donc ça justifie la construction d'une filière. Par ailleurs, la construction d'une filière qui ressemble au modèle vélo, au système vélo que nous devons construire en France et qui donc ne peut pas être qu'une filière industrielle. Parce que l'histoire qu'on est en train de construire, de développer dans notre pays, n'est pas qu'une histoire industrielle. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mission porte sur la construction d'une filière économique qui rassemble l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui permettent le développement du vélo. Bien entendu, il y a le sujet industriel et l'ambition de construire le plus possible de vélos de très grande qualité avec l'ensemble des nouvelles technologies qu'on peut attendre sur les vélos, des ruptures technologiques qui arriveront dans les années qui viennent et de le produire au plus proche, au niveau le plus local, le plus proche de là où est le consommateur et l'utilisateur de vélos. Mais il n'y a pas que le sujet industriel. Il y a le sujet aussi des infrastructures et du développement et des constructions des infrastructures. Il y a le sujet du vélo-tourisme. C'est pour cela que j'étais hier en région Centre-Val de Loire. Un secteur économique qui rapporte déjà à la France plus de 4 milliards d'euros par an et qui donc rapporte plus aujourd'hui que la partie industrielle, par exemple.
Et donc, il est important que la filière se construise avec tout le secteur des services autour du vélo, qu'il s'agisse de la réparation, de la maintenance, de la géolocalisation, du mapping. Je pense par exemple à une société comme GeoVélo, qui aujourd'hui est d'une certaine manière le Waze du vélo et qui est une de nos pépites de plus en plus reconnue et qui, hier, lors du déplacement en région Centre-Val de Loire, GeoVélo était présent sur la deuxième partie de la journée, nous annonçait les travaux qu'il mène actuellement pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, se déployer par exemple également aux États-Unis. Donc une vraie pépite. Au passage, là aussi sur ce secteur des services, c'est là où on retrouvera la plus grosse part des emplois qui seront créés sur l'économie du vélo. Je pense ensuite, bien entendu, au secteur du sport, du loisir, et puis à l'importance qu'occupent les usagers et les territoires dans la construction de cette filière historiquement en France, où le redéploiement du vélo est parti non pas de la puissance publique, mais des utilisateurs, des pratiquants du vélo. Et après, les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont en train de déployer des efforts pour faciliter la pratique des usagers et renforcer ces pratiques, bien entendu. Et c'est cette filière que nous devons construire dans le rapport que je remettrai d'ici quelques semaines. Je pense que je présenterai 2 ou 3 scénarios de construction de filière. Et après, il appartiendra bien entendu aux acteurs de s'en saisir et de voir comment construire au mieux cette filière avec la plus grosse ambition possible et en partenariat, bien entendu, avec les pouvoirs publics et en premier lieu l'État. Mais c'est important dans le moment où nous déployons le vélo en France, où le vélo se déploie aussi de manière très importante en Europe, que nous construisions là, maintenant, la filière la plus dynamique et la plus fédératrice possible de l'ensemble du réseau en France. Peut-être un mot parallèle, complémentaire sur cette filière, sur ce que nous observons à travers les travaux qui sont menés actuellement. Cette filière, elle ne pourra pas se développer fortement en France sans la poursuite du développement de la pratique du vélo dans notre pays. Et une pratique qui doit être de plus en plus forte dans les années qui viennent pour les enjeux environnementaux, des enjeux de santé, des enjeux économiques aussi. C'est dit, mais le vélo, oui, représente une moindre dépense de transport pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui y ont recours, et c'est important à souligner. Puis un enjeu de bien-être aussi, vous le savez, chacune et chacun. Et ça demande de continuer à travailler sur les freins qui existent aujourd'hui sur le vélo et de continuer à déployer et même à renforcer le déploiement des infrastructures, d'où l'importance au passage de faire rentrer les infrastructures dans la construction de la filière, donc les entreprises du BTP et les bureaux d'études. Et ça, c'est un vrai enjeu de l'année qui est devant nous. Vous le savez, ce quinquennat aura été le quinquennat du plan vélo, aura été aussi le quinquennat d'une annonce d'engagement particulièrement fort du côté des collectivités territoriales sur les infrastructures, mais nous observons aujourd'hui quand même un hiatus entre les engagements et le taux de réalisation. Et donc, nous devons améliorer notre taux de réalisation et nous devons encore amplifier nos efforts budgétaires et nos efforts en termes de travaux pour développer les infrastructures, les pistes cyclables, les lieux de stationnement, les lieux de réparation, afin de passer, oui, dans les années qui viennent, d'une part modale de 3% à 9% le plus rapidement possible, puis à 12%. Pour le moment, nous ne sommes qu'à peine à 3% de la part modale et je crois entre 3 et 4% de Français qui utilisent au quotidien le vélo, quand la moyenne est à 12% en Europe. Donc, le travail est encore considérable et ça fera d'ailleurs partie pour améliorer nos efforts. Une des préconisations, et je vous le dis, alors ça pour le coup, du rapport, sera de reconnaître le vélo comme moyen de transport et afin d'être pleinement intégré dans nos politiques de transport et de sortir d'une certaine conception essentiellement tournée sur le loisir et le sport et de reconnaître le vélo effectivement comme moyen de transport et de l'intégrer totalement à nos politiques de transport, et ce afin de renforcer les budgets affectés au vélo et d'harmoniser les réglementations et les normes autour du développement du vélo. Le renforcement des infrastructures, poursuivre les travaux que nous menons sur la lutte contre le vol
et poursuivre les travaux et tout le déploiement de notre politique autour du savoir rouler. Oui, quand on essaye de convaincre et de pousser nos concitoyens à utiliser le vélo au quotidien, il faut aussi des politiques d'accompagnement pour permettre d'apprendre à bien rouler sur un vélo et d'être à l'aise sur les infrastructures ou infrastructures dédiées ou sur la route pour l'utilisation du vélo. Ça m'amène à un point qui, vous le savez, on est en année électorale. Je ne vais pas vous parler des élections, mais plutôt de l'enjeu sur la poursuite du plan vélo et de l'importance qu'il y ait une bonne continuité, quels que soient les décideurs qui soient en place dans quelques mois maintenant, la continuité du plan vélo. Je pense qu'il y a un enjeu particulièrement fort maintenant avec le recul que nous avons sur l'application du plan vélo qui avait été présenté en 2018, le 14 septembre 2018, à Angers par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe. Il y a une importance, non pas à préparer un prochain plan vélo, mais d'actualiser le plan vélo que nous connaissons aujourd'hui, de l'actualiser, si possible, au mois de septembre prochain. Et quand je dis l'actualiser, ça veut dire renforcer les budgets dédiés au fonds mobilité active. Ils sont actuellement trop bas, et donc il faut les augmenter. Alors, ce sera là aussi l'objet de quelques préconisations que je ferai dans le rapport et qui auront lieu d'être discutées. Ça demande aussi peut-être au passage sur les fonds de revoir notre mode de calcul, parce qu'on parle souvent de plus en millions d'euros dédiés par an. Je pense qu'il faut partir du budget par habitant par an que nous devons déployer. Très concrètement, nous devons nous fixer l'objectif de passer à 30 € par an et par habitant dédiés au vélo. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de 10 collectivités territoriales et États confondus. Nous devons renforcer ça et arriver sur les standards, on va dire, européens des pays qui ont des réelles politiques cyclables. Et c'est à partir de cela que nous devons définir le montant des enveloppes budgétaires côté État et collectivités territoriales pour atteindre nos objectifs. Actualiser notre plan vélo, ça demande aussi de rentrer dans le plan vélo des sujets que nous n'avions pas dans le scope en 2018. Et là, je pense, oui, déploiement de la filière économique, développement de tout le secteur de la réparation et de la maintenance vélo, parce que là aussi, si on triple les besoins de pratique, eh bien on triple les besoins en termes de réparation et de déplacement. Et puis, je pense à deux derniers sujets qui doivent rentrer dans le plan vélo, c'est toute la partie vélo-tourisme et toute la partie cyclo-logistique et accès des entreprises au vélo comme diversification d'outils, diversification de moyens de déplacement dans le cadre de leur travail. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long et j'aurai plaisir à répondre à vos éventuelles questions. En tout cas, vous dire que l'année 2021 a été une année forte pour le vélo et que je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'année 2022 soit encore une année beaucoup plus forte que l'année 2023 aussi. Il y a encore beaucoup de travail à mener sur ce sujet en France pour que un jour nous ayons une filière économique bien entendu la plus dynamique possible, mais aussi que nous redevenions un pays réellement cyclable et dans lequel le vélo et la pratique du vélo aura toute sa place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Je crois qu'il y a eu un panorama assez complet des enjeux travaillés dans le cadre de ce rapport. Alors, bien entendu, nous sommes en pleine actualité, et je ne vais pas vous le rappeler, présidence française de l'UE, présidentielle. Bon, le club s'est déjà attelé à travailler d'ailleurs avec ses partenaires de la FUB et de Vélo et Territoire aussi, bien entendu en coordination, mais travailler avec les pouvoirs publics, les autorités, le travail qui a été fait sur la loi l'homme, le travail qui a été fait dans le cadre de la loi climat, pour le vélo, le plaidoyer pour un nouveau plan vélo ou une adaptation, un prolongement du plan vélo. Alors, quels sont les points essentiels? Je vais rejoindre totalement ce qui a été dit par Guillaume Bouffier-Chasse. C'est d'abord la question des infrastructures. Aujourd'hui, c'est une question majeure qui se pose
aux collectivités. Finalement, la crise sanitaire, avec les pistes transitoires, a donné un coup de boost énorme à la pratique du vélo, mais où il s'agit aujourd'hui de pérenniser. Et donc d'investir massivement. Et l'importance de l'accompagnement des collectivités par l'État dans ce mouvement est absolument essentielle. Bon, l'idée serait de passer de 50 millions à 500 millions. Si on parle, si je me raccroche aux 30 € par habitant que vient de suggérer Guillaume, on est totalement dans cette logique. Il faut véritablement conforter la vision nouvelle de la place du vélo, et ça ne peut pas, les aménagements temporaires doivent rester temporaires, et le temporaire qui dure finalement peut avoir un effet de démotivation extrêmement important. Donc l'accompagnement sur un fonds mobilité au niveau des infrastructures est une chose absolument essentielle. Le deuxième point, et on l'avait déjà évoqué un petit peu, c'est la question des déplacements du quotidien, alors du domicile travail, mais pas que, de tous ces déplacements de moins de 5 km. Et en ce qui concerne le travail, le développement du forfait mobilité durable est un élément, le FMD, comme on dit souvent dans les collectivités, mais je préfère déployer l'expression complète. C'est un élément de motivation. Alors, s'il pouvait être rendu obligatoire pour l'ensemble des employeurs, c'est un mouvement vers lequel nous allons, et c'est un plaidoyer que nous menons dans ce domaine. Il semblerait aussi indispensable d'augmenter le plafond à 600 € de manière à ce qu'il devienne significatif et véritablement incitatif. Troisième axe, et qui revient aussi sur la question du partage de l'espace. Le partage de l'espace doit se faire physiquement, il doit se faire aussi en apaisant la ville. Et la question de la vitesse est une question essentielle, liée à la question de la sécurité des cyclistes. Le 30 km/h, pour nous, devrait être le standard de la circulation en ville, le 50 n'étant qu'éventuellement une exception pour un certain nombre d'axes précisés. Mais le 30 km/h, c'est à la fois une question de sécurité. Un choc à 30 km/h n'a pas du tout les mêmes conséquences en termes de dégâts humains. Donc, c'est un élément extrêmement important, mais pas que. C'est aussi un élément d'apaisement global. C'est extrêmement important pour les marcheurs, c'est extrêmement important pour le bruit, et donc sur l'atmosphère globale de nos villes, et au-delà du vélo, c'est bien sur ces aspects que le club des villes cyclables et marchables désire insister. Tous les rapports officiels vont dans ce sens, et aujourd'hui, on sent bien une évolution des mentalités dans ce domaine, mais il s'agit de passer à l'acte, et que dans le plus de nos villes possibles, et pas uniquement là dans les villes concernées par les ZFE, les zones à faible émission, il faut imposer ce standard des 30 km/h. Un axe supplémentaire et qui devrait trouver des accompagnements financiers et des accompagnements essentiels, c'est le savoir rouler. Aujourd'hui, il faut remettre en selle de nombreuses personnes, donc il y a toute une question d'accompagnement. On peut se poser la question du vélo dans les quartiers politiques de la ville. Ce sont souvent des lieux où les obstacles culturels sont plus importants qu'ailleurs en ce qui concerne le vélo, et pourtant le vélo serait un mode
idéal en termes, je dirais, à la fois économiques, de liberté trouvée ou retrouvée. Donc, un élément très important, mais aussi, tout simplement, dans nos écoles, le savoir rouler dans nos écoles est un savoir fondamental qu'il faut développer et pour lesquels les collectivités sont prêtes à s'engager, mais à condition d'être accompagnées à la fois en termes réglementaires et en termes financiers. Donc voilà, je dirais 4 axes importants de notre action et de notre plaidoyer pour que dans cette période particulièrement riche en débats, le vélo puisse trouver toute sa place dans tous les aspects qui le concernent. Alors, je pense que j'ai fait un panorama peut-être un peu rapide, mais vous pourrez m'interroger plus avant si vous voulez. Je ne sais pas si Jacques Fernic, qui est le second coprésident de notre club des élus pour le vélo, veut prendre la parole. Je sais qu'il est présent. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Je passe la parole. Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc, rapidement, parce que Guillaume et Françoise ont déjà dit beaucoup de choses, je pense que l'enjeu qu'on a devant nous pour les années à venir, c'est vraiment d'avancer franchement dans une nouvelle étape de cette transition dans laquelle on est engagé vers ce que Guillaume appelait un pays cyclable. Si on regarde bien, on a déjà derrière nous 2 étapes, celle des réalisations pionnières de certains territoires. Je sais de quoi je parle, je suis strasbourgeois. Puis l'étape actuelle, je dirais, des belles avancées récentes avec ce qui s'est débloqué dans la population, dans la société. Et l'étape à laquelle il s'agit de passer maintenant, c'est vraiment celle, pour reprendre ce que disait Guillaume, de l'élargissement d'ensemble, celle de l'intensification, du renforcement des efforts, des politiques publiques, des budgets, en gros l'étape de la massification. Moi, comme élu local, aussi comme usager de vélo, je mesure bien comment en 20 ans, par rapport sur ces 20 dernières années, combien le potentiel vélo actuel nous ouvre des perspectives, et des perspectives qui, encore hier ou avant-hier, semblaient bloquées. Combien les élus locaux, les élus nationaux, les politiques publiques sont bien plus réceptifs et disponibles sur la question. Donc l'enjeu vraiment pour ce nouveau quinquennat et puis aussi pour les deuxièmes parties des mandats municipaux intercommunaux en cours, c'est vraiment de concrétiser grandeur nature ce potentiel, de passer à une massification des politiques publiques qui permettent de faire profiter tous nos territoires, pas seulement les cœurs de ville. Sur Strasbourg, par exemple, on a déployé, annoncé le programme de développement des infrastructures vélo à l'échelle des 2e et 3e couronnes, connectées avec les autres territoires alentours, faire aussi profiter les territoires ruraux moins denses, les périphéries des grands ensembles, de cette mutation vélo. Vraiment, pour la pratique développée du vélo, il faut des moyens, de la continuité, des stratégies publiques d'envergure. Moi, comme Strasbourgeois, il nous suffit de regarder de l'autre côté du Rhin pour voir que nous sommes encore dans notre pays, et même à Strasbourg, que dans les premières phases d'une transition qui est bien plus avancée ailleurs en Europe parfois. On parlait de part modale du vélo, c'est de l'ordre du tiers aux Pays-Bas, c'est autour aujourd'hui de 15-20% en Allemagne, alors que pour notre pays, on aura besoin de très, très, très bien réussir si on veut atteindre d'ici 2024 l'objectif qu'on s'est fixé de 9% de part modale. Alors, Françoise a bien présenté les axes des politiques publiques nécessaires, infrastructure, soutien pour la pratique domicile-travail avec le forfait mobilité durable, l'apaisement du trafic avec la réduction de la vitesse dans les agglos et puis la mise en œuvre effective du savoir rouler. Alors moi, je suis un des coprésidents, je le fais pour le Sénat, du club des élus nationaux pour le vélo. On essaye d'animer, d'outiller, de nourrir le débat législatif pour permettre d'avancer sur ces 4 axes. On a eu la loi climat, la loi 3DS, on a les différentes étapes des lois de finances qui sont des temps importants de nos efforts. On en aura encore un ce jeudi au Sénat
avec l'examen d'une proposition de loi sur la question du casque. Et là, je dirais, il s'agit en gros d'écarter une fausse bonne idée qui, en cherchant à sécuriser l'usage du vélo, risquerait surtout de dissuader cet usage, alors que les vrais leviers de sécurisation sont ailleurs. Donc, au total, pour ne pas être trop long, dans ce travail parlementaire, il y a des avancées, il y a aussi des insuffisances parfois, il y a des risques de recul. Donc, le fonds vélo, on l'a dit, il a progressé, il n'est pas encore en mesure d'épauler nettement les investissements en infrastructure dans les territoires. Le forfait mobilité, il faut encore qu'il progresse pour être en capacité de déployer tout son effet levier. Il y a aussi l'intermodalité du vélo avec le train, avec les autres transports collectifs. Ce n'est pas encore assez conforté. Et puis, pour la sécurisation, réduction de vitesse, généralisation des dispositifs angle mort pour les véhicules lourds, ça reste encore largement à mener. Donc voilà, en gros, au niveau parlementaire, peser pour que je dirais d'abord le débat électoral qui va s'ouvrir dans toute la société réussisse à faire une part aux enjeux du vélo et pour qu'ensuite les politiques publiques effectives de la période qui va venir se hissent au niveau du potentiel de cette transition vélo dont je parlais. Voilà. Merci beaucoup. Merci, j'espère pas avoir été trop long. Non, non, du tout. Du tout. Merci beaucoup. C'est aussi un éclairage complémentaire sur la direction dans laquelle on veut travailler. Bon, je pense qu'on est arrivé à la phase de conclusion. Donc, rappeler à quel point notre vocation est d'accompagner la dynamique qui se crée en faveur du vélo et de la marche, vélo et marche, de façon indissociable, et de le faire progresser sur tous les territoires. J'ai peu parlé des territoires peu denses, mais il y a une vraie opportunité qui se présente aujourd'hui de travailler sur ces territoires où le vélo se développe. Beaucoup d'intercommunalités dans le cadre de la loi LOM, beaucoup d'intercommunalités rurales ont pris la compétence mobilité et se pose aujourd'hui de façon différente la question des mobilités cyclables et marchables, du vélo et de la marche. Et donc, il faut les accompagner à la fois en termes d'ingénierie et en termes financiers. C'est un enjeu extrêmement important si nous voulons avoir un développement global des modes actifs sur les territoires. Pour ça, nous lançons 2 enquêtes. Une enquête commune avec notre partenaire Vélo et Territoire sur l'ensemble des modes actifs à toutes les échelles et sur l'ensemble du territoire. Et nous espérons que notre complémentarité nous permettra de démultiplier l'efficacité et la valeur de cette enquête. Et nous reviendrons vers vous pour ça. Il y a l'aspect géovélo et comment ça roule qui a été évoqué par Guillaume et qui a été lancé à l'automne et qui se développe bien, que nous voulons accompagner et qui sera un véritable instrument pour nous pour l'analyse des parcours et des fréquentations de nos itinéraires et aussi de la détermination des points noirs ou des points à améliorer. Et puis, l'année 2022 sera aussi l'année de la réactualisation de notre guide des coûts. Je parlais de l'accompagnement des collectivités en ingénierie et ça en fait partie. Quelles sont les méthodes à mettre en œuvre sur le terrain et à quel coût et comment optimiser finalement les budgets consacrés au développement de nos politiques. Et puis, une invitation pour le mois de juin prochain, le Salon européen de la mobilité qui développera aussi l'opération Cycling que nous avions déjà menée et qui sera un autre point fort des rencontres vélo. Voilà pour cette première approche. Maintenant, je dirais place aux questions, si vous en avez. Alors, il y a eu des questions qui ont été posées sur le chat et que je vais peut-être formuler. Et ensuite, pour les journalistes qui souhaitent poser des questions, vous levez la main et on le prend en note et on vous donnera la parole. Juste pour dire que participe à cette conférence de presse
évidemment, donc Françoise Rossignol, la présidente du club, mais elle a été rejointe par 2 de ses vice-présidents, Fabien Bagnon à Lyon et Patrice Pathé, qui est l'élu de Sceaux, qui pourront peut-être compléter et répondre si vous le souhaitent. Et nous avons aussi d'autres parlementaires du Club des élus nationaux pour le vélo qui sont présents. Donc Guillaume Gouffier-Cha et Jacques Fernic se sont exprimés, mais sont connectés M. Zulessi, qui est en charge d'une mission parlementaire aussi sur l'autonomie et tout ce que permettent les modes actifs pour prolonger l'autonomie des personnes. Et M. Fugit du Rhône sont présents également. Donc, s'ils souhaitent intervenir, qu'ils n'hésitent pas dans le relais avec les questions. Donc, 2 questions qui ont été posées par Olivier Rasmont. Une première sur l'importance de traduire l'investissement vélo en nombre d'habitants. Est-ce que c'est pour une comparaison européenne qu'on choisit ce mode de calcul? Et une autre question sur la récente proposition de loi qui est émergée au Sénat et sur laquelle le club a travaillé avec Jacques Fernic d'ailleurs. Pourquoi cette loi alors qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives de remettre ce sujet sur la table? Voilà. Une autre question de Morgane Bouedec de New Tank City qui vous interroge sur un premier rapport sur le savoir rouler qui a été remis au Sénat et quelles sont les réactions du Club des élus nationaux pour le vélo et quelles seraient celles du CVTC. On n'a pas encore eu connaissance de ce rapport, mais on a évidemment un point de vue sur la première application. Françoise Rossignol en a parlé un petit peu. Et Arnaud Garrigue qui vient de mettre une autre question sur le décalage entre les annonces de construction d'infrastructures et l'effectivité de ces travaux. C'est Guillaume Gouffier-Cha qui a évoqué ça dans son intervention. Je vais peut-être donner la parole à Guillaume pour répondre sur la partie qui le concerne, puisque je pense qu'il y a 2 questions qui découlaient directement de son intervention. Guillaume, voilà. Merci Françoise et merci Olivier pour ces questions. Et merci à toi au passage, je suis prêt aussi l'ensemble des travaux que nous menions, que nous menons encore actuellement. Sur la première question, je pense que ce mode de calcul découle directement du changement aussi de conception de la politique publique que nous menons sur le vélo et notamment le fait de le considérer comme une politique de transport et donc de partir des besoins des habitants. Après, d'un point de vue très pratique, ce mode de calcul permet de comparer avec les autres pays, bien entendu, mais permet de comparer aussi avec les autres modes de transport. Et l'objectif, par exemple, de 30 € par habitant, donc aujourd'hui, on est à 10 € par habitant et par an. Sur la politique routière, on est à 271 € par an et par habitant. Sur les transports en commun, on est à 473 €, sachant que c'est les budgets fonctionnement et investissement. Mais je pense que c'est important de partir effectivement besoin des habitants pour définir ensuite les budgets et de prendre en tout cas ce mode de calcul. Vous dire qu'on doit vraiment avancer dessus, je reprenais un chiffre. Aujourd'hui, le vélo ne représente que 1,3 % des dépenses de fonctionnement et d'investissement dans le transport en France, si on traduit en politique transport. Donc les efforts à faire restent là aussi conséquents. Sur le deuxième sujet, j'espère Olivier que ça répond à ta question. Sur le deuxième sujet, sur l'écart entre les engagements et le taux de réalisation, c'est quelque chose où on commence à avoir du recul. Et très concrètement, sur les estimations 2021, on est sur des autorisations d'engagement à hauteur de 170 millions d'euros et des crédits de paiement à hauteur de 35 millions d'euros. C'est en millions, hein? Ouais, c'est bien ça. Donc, on voit qu'il y a un écart entre les engagements et le taux de réalisation. Et c'est important, je pense, dès maintenant, de regarder où peuvent être les points de difficulté. Certains élus, moi, m'ont remonté, par exemple, des difficultés en termes de recrutement des compétences pour réaliser les travaux. Sachant, et là aussi, ce sera partie d'un des points importants de mon rapport, on voit qu'il y a un vrai sujet de compétences, de formation sur tous les métiers du vélo en France. Et qu'on retrouve certaines collectivités qui ont des difficultés au moment de passer
effectivement à la réalisation pour trouver bien les bonnes personnes pour les accompagner, soit en interne, soit en extérieur, via des bureaux d'études spécialisés sur le vélo. Dans un moment de plein boom, cette bataille, on va dire, des compétences est réelle. En tout cas, il faut regarder dès aujourd'hui cela. Il peut y avoir aussi un sujet sur peut-être la manière dont est construit l'appel à projet du Fonds Mobilité Active, et qui peut être là aussi, je pense, repensé avec d'ailleurs les collectivités pour une meilleure effectivité. En tout cas, je pense que ce sujet doit être regardé dès maintenant afin qu'on puisse tout de même répondre le plus rapidement possible à nos objectifs en termes de construction des infrastructures. Merci. Sur la question des… Sur le casque, je laisserai peut-être Jacques. Oui, je pense que Jacques avait bien abordé la question. Il y a une position commune de l'ensemble des associations du vélo, usagers, collectivités, c'est que la question de la sécurité, elle n'est pas liée au casque, elle est liée d'une part à la question de la vitesse, et que la meilleure réponse en termes de sécurité pour les cyclistes, c'est certainement la question de la vitesse des véhicules, et puis aussi de la visibilité. Pour que le vélo soit sécurisé, il faut qu'il y en ait de plus en plus sur la route. Et pour qu'il y en ait, il ne faut pas mettre de frein à la pratique. Et que toutes les statistiques le montrent. Alors, certains disent avec un peu d'humour que soit qu'il faudrait mettre un casque, ce sont les piétons, parce que ce sont eux qui, en cas d'accident, sont le plus frappés à la tête. Les statistiques le prouvent, mais c'est vraiment pas ce qu'on va proposer. Mais il semble vraiment que ce soit une fausse bonne idée, et un argumentaire complet a été lancé autour de ces axes. Vraiment, la sécurité, elle est liée essentiellement à la vitesse et à la visibilité. Et bien entendu, à un certain nombre d'aménagements indispensables de manière à sécuriser le cycliste dans son parcours. Alors, est-ce que Jacques veut compléter ? Oui, je dirais juste que le débat tel qu'il va s'engager, à mon avis, au Sénat, donc jeudi, c'est déjà passé en commission, c'est la commission des lois qui était en charge de l'affaire. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est que cette proposition de loi d'initiative sénatoriale, obligation généralisée du port du casque, non seulement d'ailleurs pour les vélos, mais aussi pour tous les dispositifs qu'on appelle les EPDM, donc tous ceux qui ont des petites trottinettes, des petits véhicules individuels. Voilà. Il ne faudrait pas que cette proposition de loi soit simplement rejetée sous l'argument c'est du réglementaire, donc ce n'est pas au législatif de s'en occuper, c'est ce qui est vrai, c'est du réglementaire. Ou que ça soit simplement parce que dans cette proposition de loi, il y a aussi un dispositif qui en fait donnerait la possibilité d'isoler ou d'immobiliser et voire de mettre en fourrière les engins qu'utiliseraient les gens qui ne porteraient pas de casque, ce qui serait terriblement compliqué et donc semble absolument viable. Il ne faudrait pas que ce soit juste ces arguments qui écartent cette PPL, mais qu'on arrive vraiment à mettre le débat sur ce que disait Françoise, les vrais enjeux et dispositifs intéressants pour la sécurisation, ceux qui permettraient vraiment, sans dissuader la généralisation de l'usage du vélo, d'avoir des avancées majeures pour l'apaisement de nos rues, de nos villes, aussi bien pour les piétons que pour les vélos, mais aussi pour les automobilistes qui ne doivent pas passer leur temps crispés à l'idée qu'ils vont renverser, écraser, retrouver avec un vélo sous leur roue. Voilà. Une question de M. Charpentier du Parisien qui demande quel groupe parlementaire est à l'origine de ce projet de loi. Alors, c'est le groupe centriste qui est à l'origine. Et François Bonneau. François Bonneau, oui, tout à fait. Je vais donner peut-être la parole directement aux journalistes qui ont posé des questions sur le chat. Sandrine Garnier de Mobilité Cité a une question sur la question du stationnement. Et d'abord, Madame Sinaï de Think Tank qui avait une question sur est-ce qu'il y a des exemples de complémentarité entre la marche et le vélo. Mais je vais peut-être leur laisser préciser leur question s'ils souhaitent le faire en direct. Et donc, vous activez votre micro.
Oui, bonjour, Agnès Sinaï pour Actu Environnement. Oui, j'étais intéressée de savoir si vous aviez des réflexions sur la complémentarité entre le vélo et la marche, et où en étaient les politiques de ville marchable. Est-ce qu'il y avait une connexion entre marche et vélo dans les collectivités impliquées sur ces questions-là? Voilà. Merci. Je veux dire que c'est un travail dont les collectivités, je pense, ont pris conscience à l'occasion, de façon essentielle, à l'occasion de la crise sanitaire. On a vu une pression. Finalement, on a, dans beaucoup de collectivités, réduit effectivement la place de la voiture. Donc, il y a eu une prise de conscience du côté absolument indispensable de la réduction de la place de la voiture physiquement dans nos villes, dans le périurbain aussi. Et on s'est posé la question des différents usages, parce que des usages finalement qui n'existaient que marginalement ou qui semblaient évidents se sont développés. La question des terrasses, la question des pistes cyclables sur les trottoirs, la question des fameuses files d'attente à l'entrée des magasins, où les mettons, puisque la question de la distanciation a posé les questions différemment. Alors, c'est des questions que se posaient déjà certains centres-villes, certaines rues piétonnes depuis un certain temps, très fréquentées. On voit, ont été interdites à la pratique cyclable. C'est-à-dire que dans les zones denses, cette question émerge et a déjà été traitée. Parfois par des itinéraires séparés, mais je pense que la prise de conscience là, elle est beaucoup plus large et dans beaucoup de collectivités. Et je crois que dans le cadre des cheminements cyclables, on a bien pris conscience que le cheminement cyclable devait respecter le piéton. Et là, on est sur de nouvelles perspectives et de nouvelles manières de travailler. Mais c'est vrai aussi que, et je reviens à une autre question, la question de l'ingénierie, de l'accompagnement des élus et de la mise en œuvre est aussi une question cruciale aujourd'hui. On a besoin d'une montée en qualification de l'ensemble de nos services et des entreprises qui nous accompagnent, des bureaux d'études, parce que ce sont des questions qui émergent de façon beaucoup plus importante. Et donc, c'est l'ensemble de cette filière-là aussi qui a besoin de monter en puissance. Merci Françoise. Je pense que Patrice Pathé a levé la main, peut-être pour compléter Tout à fait. La complémentarité marche et vélo. Patrice? Je vois Patrice. Vas-y, Patrice. Merci, merci Françoise. Merci pour cette question qui est une question fort intéressante. Alors, c'est vrai que en fait, aujourd'hui apparaît donc un nouvel usage donc de l'espace public qui est l'usage du cycliste. Alors, je ne vais pas prendre les exemples parisiens, mais nous les connaissons tous, hein, avec ces grandes infrastructures donc cyclables qui donc permettent de traverser les agglomérations. Aujourd'hui, on est confronté, je dirais, à cette question, je dirais, ce nouveau conflit d'usage qui apparaît entre le piéton et le cycliste, en parallèle, je dirais, au conflit d'usage que nous connaissions par ailleurs, donc entre le piéton et l'automobiliste. Comme l'a dit Françoise, lorsque on décide de privilégier le piéton et que donc dans certaines rues, et donc là je parle donc à partir d'une expérience très concrète qui est celle de ma commune, donc dans certaines rues où en fait donc on sacralise le piéton et on a interdit la circulation des voitures, eh bien nous avons constaté, c'est ce qu'a dit Françoise, qu'il arrive à un moment où il faut même interdire les vélos. Interdire aussi, ça a été évoqué par Jacques, les trottinettes, enfin je dirais tous ces engins, alors là pour le coup qui sont très très loin des mobilités actives, hein, puisqu'en fait donc un usager d'une trottinette, pour moi je le trouve aussi passif que le conducteur d'une automobile.
Donc là, il a fallu faire des arbitrages et donc interdire l'usage de ces véhicules pour donc sacraliser donc la place du piéton, parce que tous les piétons ne sont pas agiles et certains sont même fragiles et donc sont très exposés ou sont effrayés, je dirais, par ces circulations qui dépassent le 3-4 km/h du piéton. Alors, cette question apparaît encore d'une manière encore plus aiguë, je dirais, avec tout le plaidoyer pour la création d'infrastructures cyclables. Aujourd'hui, bien évidemment, je partage ce souhait que nous réalisions donc des sites propres vélos pour, je dirais, les grandes liaisons. Mais là encore, je dirais, donc nous, on a été confrontés donc à ce sujet dans notre ville. Lorsque donc nous arrivons au cœur de la ville, donc là où se concentrent toutes les aménités, ou là où il y a une forte concentration de piétons, eh bien, il faut, je dirais, admettre que ces infrastructures cyclables en site propre s'effacent au bénéfice donc du partage de l'espace public, voitures et piétons. Alors, cela devient d'autant plus facile, et ça a été évoqué par Françoise, d'autant plus facile que les vitesses ont été apaisées. C'est-à-dire qu'effectivement, et là je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la règle de base, ce soit le 30 km/h donc, dans toutes ces villes, et à partir de là, ça devient beaucoup plus aisé donc, de gérer le partage de l'espace public. Donc, pour résumer, donc, sur les axes donc, de grand transit vélo, et là on pense en particulier, on pense ce qu'on appelle les vélos taffeurs, eh bien il faut je dirais des sites propres vélos donc confortables et sécurisés, mais dans le cœur des villes, donc là où se concentrent les aménités, eh bien en fait il faut, je dirais, effacer donc ces infrastructures pour donc privilégier le partage de l'espace public. Et comme je le disais, donc à partir du moment où les vitesses sont apaisées, y compris pour les vélos, c'est-à-dire qu'il faut que les cyclistes acceptent de rouler à 5-10 km/h dans ces zones, bien la cohabitation devient possible. Et puis, bien évidemment, donc, à l'extrême, les voies piétonnes, où là, bien évidemment, donc, il faut faire des arbitrages et donc interdire les modes autres que la marche. Merci. Est-ce que Sandrine Garnier peut enchaîner pour présenter sa question sur les stationnements? Oui, je suis prête. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Très bien, oui. Moi, j'avais une question en fait sur le stationnement vélo et sur à la fois vos constats et vos attentes sur cette question. Donc, est-ce que les stationnements sont suffisants à la fois dans les domiciles privés? Je pense qu'il y avait aussi sur ce sujet une question sur les copropriétés. Et puis, bien sûr, sur les lieux de travail et comment doit-on aussi traiter les stationnements dans l'espace public? Et un petit corollaire sur la sécurisation, parce que qui dit stationnement dit aussi risque de vol. Et là, quels sont vos constats sur cette première année de généralisation du marquage vélo? Quelle efficacité? Là aussi, peut-être des pistes d'amélioration. Sur la question du marquage et de la sécurisation, je laisserai peut-être parler Catherine Pilon après, qui a suivi particulièrement ce dossier, mais on sait bien que la sécurisation du vélo est un élément majeur si on veut développer le vélo. L'un des obstacles, le vol du vélo est un des obstacles majeurs à la pratique du vélo. Alors, le stationnement, suivant les types les problématiques sont extrêmement diverses. Il y a le développement de garages à vélo sécurisés. Et là, il faut penser en particulier à toutes les problématiques d'intermodalité. Les gares, bien sûr, c'est du stationnement longue durée, sécurisé, mais aussi les arrêts de bus, les pôles d'échange de toute nature doivent être absolument conçus en intermodalité, je dirais, complète, et donc que le vélo, qui peut être
un formidable moyen pour rejoindre les grands axes de circulation de transport en commun, soit équipé de parkings sécurisés en termes de vélos. Après, pour tout ce qui est le stationnement du quotidien, il y a la question du développement de transformation de places de stationnement en parking vélo, et la règle qui amènerait à neutraliser 2 places de stationnement de part et d'autre des passages piétons pourrait être à la fois une très belle opportunité de sécurisation pour les piétons, mais aussi d'opportunité d'installer du stationnement vélo du quotidien qui ne soit pas en conflit sur le trottoir avec la circulation des piétons, puisque c'est parfois des questions qui peuvent se poser dans nos villes. Alors, sur ce qui est de la partie privée, je pense qu'il y a véritablement besoin de pressions multiples et variées, sachant qu'en termes de construction, maintenant, le parking à vélo est obligatoire, donc, et qu'il doit faire partie des documents d'urbanisme, que c'est l'un des leviers importants, c'est que dans nos documents d'urbanisme, on indique bien qu'il y a un certain nombre de stationnements vélo, aussi bien en termes de lieux de travail que de lieux d'habitation qui sont obligatoires. Et il y a une réflexion particulière à mener, je pense aussi dans le logement social. Et là, c'est une démarche en lien aussi avec les politiques de la ville, mais le logement social, ça n'est pas que la politique de la ville. Ce sont des démarches que nous avons l'intention d'entamer et de travailler avec l'USH, et on a eu un certain nombre de retours positifs de la part des bailleurs sociaux pour engager des réflexions communes dans ce domaine. Alors, c'est une réponse bien sûr partielle, parce que c'est un énorme problème auquel il faut qu'on s'attelle, mais voilà quelques pistes de travail par rapport à cette problématique. Je ne sais pas si quelqu'un, l'un des vice-présidents, veut intervenir sur cette question. Bagnon a proposé de compléter. Bon, je passe la parole à Fabrice. Faire un petit bilan du marquage. Pour Tout à fait. Oui, alors je ne vais pas intervenir. Oui, bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas intervenir sur le marquage. En fait, je voulais aussi compléter les propos de Patrice. Voilà, très globalement sur notamment le lien voilà, entre vélo et piéton, enfin en tout cas politique piétonne de développement de la marche et politique de développement du vélo. Voilà, il y a un vrai enjeu, et c'est aussi pour ça qu'on a relié les deux. Il y a un véritable enjeu à avoir une approche beaucoup plus systémique, hein, de ne pas travailler les choses de façon silotée. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des démarches beaucoup plus globales comme les villes 30. En gros, tout ce qui est sur l'apaisement de la voirie, avec des dispositifs tels que la ville 30. Et donc, il y a des collectivités qui multiplient les annonces actuellement en France, dont des collectivités majeures, bien sûr, comme la ville de Paris et sur la métropole de Lyon, et également Lyon elle-même. Voilà, parce qu'en fait, ces politiques, de par cet abaissement sur la voirie, permettent de faire de la place à la fois aux piétons, mais également aux cyclistes, et de façon extrêmement accélérée par rapport à toutes les politiques qui consistent à du réaménagement de voirie. Et on sait que ça prend à la fois du temps et des budgets. Voilà, et ça a été également noté, donc par rapport à ces problématiques d'aménagement, il y a toute une culture, tout un savoir-faire qui doit continuer à se constituer en France, hein, pour justement permettre, savoir concevoir des aménagements cyclables qui soient également respectueux et qui s'insèrent correctement pour pas créer du conflit d'usage avec les piétons. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait conciliable, voilà, mais bien sûr, il faut continuer à développer ce savoir-faire, et avec des pays, en s'inspirant de pays qui ont 30 à 40 années d'avance sur ces sujets. Voilà,
on peut le faire. Ça nécessite d'aller plus loin dans le partage de la voirie et d'aller chercher l'espace sur l'énorme espace et totalement disproportionné qui est actuellement occupé par la voiture, bien sûr, pour des usages relativement faibles. Voilà, bon, sur le sujet du stationnement, je n'irai pas beaucoup plus loin que ce qu'a dit Françoise. Effectivement, hein, le premier frein à l'usage du vélo, vous le savez, c'est l'insécurité ou le sentiment d'insécurité du cycliste dans ses déplacements. Le second frein, c'est le vol ou la peur du vol. Donc, c'est des sujets majeurs sur lesquels l'ensemble des collectivités doivent vraiment accélérer. Voilà, où là aussi, on a une maturité plutôt débutante, mais qui est en train de s'accélérer. Voilà, je conclurai juste pour dire que ma conviction profonde, hein, c'est qu'on est vraiment, mais vraiment au début, et au tout début de l'histoire du vélo en France, avec une accélération. On était un peu en dessous de la masse critique. Là, clairement, voilà, les choses ont beaucoup évolué depuis 10 ans. Cette crise sanitaire, comme souvent les crises, a été un profond accélérateur de la dynamique. Et ça y est, le vélo, la solution vélo extrêmement dans toute sa pertinence est maintenant en pleine visibilité. Et ça va s'accélérer grandement. Vous verrez que nous aurons largement l'occasion de reparler de cette dynamique dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Fabien. Je vais répondre très rapidement sur le marquage avant de laisser la parole à 3 autres personnes, journalistes, qui ont posé des questions sur le… Vas-y, Catherine. Pardon. Donc, sur le marquage, c'est une obligation légale depuis peu, hein, qui est arrivée avec la LOM, avec un décret d'application qui est sorti assez rapidement, mise en place d'une association, l'APIC, qui a en charge donc d'acheter des codes et de les vendre à tous les opérateurs. Ça s'est d'abord mis en place pour les vélos neufs, pour la vente de vélos neufs, et depuis juin dernier, ça s'est également mis en place pour les vélos d'occasion. Le bilan 2021 qui a été fait par l'APIC de la mise en place de ce dispositif parle de plus de 1 million de marquages. On est à 1 159 000 marquages pour l'année 2021, ce qui est donc quelque chose d'extrêmement massif et qui est lié aussi à la bonne dynamique de vente de vélos que connaît notre pays. Mais les gens qui ont un vélo peuvent aussi aller le faire marquer de manière volontaire, et d'ailleurs on les incite à le faire. Le gros enjeu aujourd'hui, évidemment, c'est qu'une bonne collaboration avec la police nationale et les polices municipales se mettent en place pour qu'il y ait des communications sur l'intérêt de marquer son vélo, et qu'on puisse aussi retrouver les personnes qui se sont fait dérober leur vélo, parce que dans le cas où on retrouve le vélo, il faut absolument qu'on puisse joindre les personnes qui l'ont perdu. Donc, il faut aussi que les habitants s'habituent à déclarer le vol et que donc les polices nationales et municipales apprennent à les retrouver. Donc, voilà l'enjeu. Je vais passer la parole à 3 personnes à la suite. Donc, dans l'ordre… oui. Un tout petit point, Guillaume. Vous fichez un tout petit point quand même sur les… D'accord. Juste dire absolument à ne pas décorréler cette question de la construction des pistes. C'est-à-dire que le développement des infrastructures, c'est les pistes cyclables et c'est les lieux de stationnement. On en a besoin de plusieurs dizaines de millions de places de stationnement, selon une étude de la DGE et de l'ADEME. Et deuxième point sur le sujet du marquage, un très gros enjeu bien sûr de poursuivre cette politique en France, mais également de la porter au niveau européen pour à terme avoir le même dispositif dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Merci Guillaume. Abel Guggenheim, peut-être, vient de faire une intervention sur le chat, donc peut-être que ce n'est pas une question qu'il voulait poser, mais une réponse. Abel, il reste… Non. Oui, là c'est une question, effectivement. Donc, j'ai rappelé ce qu'avait dit l'an dernier Pierre Cerne. Je le dis rapidement. Nous sommes extrêmement attentifs au sujet des conflits d'usage entre transport en commun et vélo. Il y a eu des endroits où, dans l'urgence, se sont faits des aménagements qui sont venus parfois prendre la place d'un couloir de bus. Ce n'est évidemment pas l'administrateur d'Île-de-France Mobilité que je suis qui va dire qu'il faut que le vélo vienne prendre sur la capacité d'exploitation des transports en commun. Le but n'est pas la concurrence entre transport en commun et vélo, mais qu'il y ait plus d'usage de transport en commun et
plus d'usage du vélo et donc moins d'autosolisme. Quand il y a eu des aménagements qui se sont faits de façon un peu trop rapide, tout l'intérêt d'avoir des aménagements temporaires, expérimentaux ou transitoires, c'est justement de pouvoir revenir sur des aménagements qui auraient des effets négatifs importants. C'est regarder de très près partout avec les opérateurs de transport en commun. Donc, Madame la Présidente, ce que je voudrais savoir, c'est qu'en remplaçant l'administrateur d'Île-de-France Mobilité que je suis par la 3e vice-présidente du GART que je suis, est-ce que vous reprendriez cette déclaration de votre prédécesseur? Je trouve que Pierre s'est très bien exprimé. Je pense que la question des couloirs bus, suivant le type de territoire, suivant la géographie aussi, peut trouver des réponses différentes. Donc, effectivement, le fait de l'avoir testé, il y a un certain nombre d'endroits où on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, et à d'autres endroits que finalement ça ne posait pas trop de problèmes, parce que tout dépend effectivement de la vitesse commerciale des dits transports en commun, je vous dis, de la géographie, de la largeur, etc. Et donc là, je pense que au cas par cas, et le fait d'avoir pu tester de façon massive a été extrêmement important. Moi, je sais que dans ma collectivité, il y a des points de vue qui ont évolué à propos de cette coexistence entre certains couloirs bus et le vélo. C'est-à-dire qu'on ne les a pas pérennisés partout, mais qu'on en a pérennisé un certain nombre qui ne posaient pas de problème. Et je pense que là, une approche très pragmatique est importante, avec, bien entendu, avec les opérateurs, avec les conducteurs de nos transports en commun, parce que c'est un élément aussi important. Voilà, il y a des aspects de formation, il y a des aspects de dialogue et d'expérimentation qui sont extrêmement importants. Mais je trouve que Pierre a très bien exprimé ça. Tout à fait, je le partage. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Catherine, je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. J'ai effectivement mis des réponses dans le chat, et en particulier, je signale à Monsieur le Sénateur, qui est en train de partir, que ce qu'il a dit sur la commission des lois, c'est pas ce que je retrouve sur l'agenda, et qu'apparemment c'est plutôt demain que l'examen en commission des lois a lieu, à moins qu'il y ait des changements à l'intérieur. Donc, je vous invite à vous renseigner éventuellement si vous comptez y aller pour un… Oui, non, la commission des lois a encore à faire l'examen du seul amendement qui a été déposé en séance, c'est-à-dire le nôtre qui demande le retrait de l'article imposant l'obligation du port du casque. Sinon, le travail par la commission des lois sur la proposition de loi, la proposition de loi initiale a déjà été fait, il a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Et la commission des lois a préconisé le rejet du texte pour les raisons que je disais, parce que ça relève, selon elle, la raison du réglementaire, et parce que les conséquences pour mise en fourrière, immobilisation des engins compliqueraient énormément la tâche. Voilà. Et elle s'est contentée de dire, sur la question de l'obligation ou non pour l'ensemble des vélos, que c'était une question complexe. Donc, l'enjeu du débat, c'est d'amener à la conscience de la complexité de la situation à les bonnes directions, les bons axes pour une vraie sécurisation, et pas cette fausse solution. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Deux dernières questions. Donc, Simon Chaudorge de l'Usine Nouvelle et puis Isabelle Le Sens du blog. Vous avez la parole pour des questions courtes, puisqu'il nous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Ok. Oui, bonjour. Une question pour monsieur le député, peut-être sur la filière industrielle. C'est vrai que quand on visite les ateliers de vélo aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de pièces importées d'Asie, encore de l'étranger. Est-ce que dans vos recommandations, c'est quelque chose qui est apparu, ça, aussi ce besoin de réinternaliser en Europe les pièces de vélo? Qui veut répondre à cette question? Je peux répondre sur les pièces. Évidemment, sur un certain nombre de pièces. Alors déjà, on a des pièces qui sont encore construites en France. Je pense aux roues, par exemple, avec une excellence sur les roues. Après, on a un grand nombre de pièces qui sont fabriquées en Europe. Un vélo, c'est une centaine de pièces, variables selon le type de vélo. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pièces qu'on peut ramener en France et sur lesquelles il faut un objectif de réindustrialisation. Je pense aux cadres. Et on a pu, dans le cadre de la mission, se rendre au Portugal et voir qu'il est tout à fait possible, avec un niveau d'usine moderne, de
rapatrier la construction des cadres en Europe. Et au passage, ça se fait en France. Seb construit les cadres du vélo Angel Bike du côté de Dijon. Donc, c'est faisable, par exemple, sur le cadre. Il y a des certain nombre de pièces qu'on doit pouvoir ramener et reproduire en France. Ça demandera quand même, je pense, une organisation des acteurs industriels entre eux, des ponts aussi potentiellement entre l'industrie du vélo et d'autres industries, l'industrie des équipementiers, l'industrie automobile, par exemple, et d'avoir des logiques, pourquoi pas, de commandes groupées. Après, il y a des pièces sur lesquelles nous sommes totalement dépendants et sur lesquelles nous avons perdu les brevets, sur lesquelles nous n'arrivons pas à convaincre de la réimplantation de la construction d'Europe. Je pense par exemple aux dérailleurs. Je m'amène souvent à dire que toute la mission, je vois, en France, on sait construire les sous-marins nucléaires, les Rafales, un certain nombre de très haute technologie, mais alors sur le dérailleur Shimano, nous sommes totalement désarmés. Je pense qu'il y a un enjeu de travailler à convaincre tout de même l'entreprise Shimano de pourquoi pas revenir en Europe, construire une partie de ces dérailleurs pour le marché européen, sans perdre de vue la recherche des futures ruptures technologiques. Ce n'est pas évident que demain, sur les vélos, nous ayons la même dépendance au dérailleur, qui est un système de transmission, et que nous n'ayons pas d'autres systèmes de transmission dans une dizaine d'années, notamment sur les vélos à assistance électrique. Vous voyez un certain nombre de vélos aujourd'hui arriver, tout en restant un vélo, tout en restant un mode de déplacement actif, et bien d'avoir un autre système de transmission que le dérailleur que nous connaissons aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Excusez-moi, mais je ne sais pas qui prend la parole, mais il y a vraiment Isabelle Le Sens qui patiente depuis un moment, donc je voudrais absolument lui donner la parole. Vas-y Isabelle, vas-y. Oui. Merci Catherine. Donc, oui, j'avais deux questions pour ma part. L'une, Madame la Présidente, en tout début de conférence, effectivement, vous avez évoqué pour l'affaire des savoirs roulés scolaires notamment, des questions financières, bon ça je vois très bien, et des questions réglementaires. Et là, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Et comme j'ai le micro, j'en profite pour poser tout de suite ma deuxième question, c'est plus sûr tout de même, à condition que je la retrouve. Oui, c'est ça. Vous avez pas mal aussi évoqué les moteurs de recherche d'itinéraires pour les cyclistes, que ce soit, sans les nommer, il y a aussi les sportifs, Strava, etc., en plus de ceux que vous avez nommés. Et ben moi, j'ai toujours regardé ces machins-là avec beaucoup de scepticisme et j'ai jamais publié les chiffres qu'ils donnaient, d'ailleurs, jusqu'à présent, parce que c'est là ma question, ça ne touche, à mon avis, que ceux qui les utilisent déjà, et quelle est la proportion alors peut-être des cyclistes qui les utilisent au quotidien, enfin quelle est la valeur de ces relevés ou de ces compteurs aussi sur les voies vertes en clair, surtout, enfin aussi sur les voies vertes, quelle est la proportion qu'on peut estimer, enfin voilà, ma question est par rapport au vélo utilitaire en tout cas. Voilà. Donc, c'est deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, je crois. Non, mais deux questions intéressantes. Alors, la première, le savoir rouler le réglementaire, c'est si vous voulez massifier le savoir rouler, il faut le faire en temps scolaire. Or, en temps scolaire, vous rentrez dans la réglementation éducation nationale en ce qui concerne les diplômes des personnes qui peuvent intervenir. C'est extrêmement complexe. Les filières de formation reconnues sont peu nombreuses. Enfin, voilà, je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est extrêmement complexe. C'est aussi complexe en termes de responsabilité, puisque l'enseignant qui sort, et le module 3, c'est bien de sortir de l'école, c'est comment gère-t-on ces aspects de responsabilité pour l'enseignant qui décide qu'il est important de faire pratiquer le vélo hors de la cour à ses élèves. Or, si on veut arriver à une maîtrise minimale, il est évident qu'il faut emmener les élèves en milieu réel, et ça, c'est quand même extrêmement complexe. D'accord. Mais la simple question des diplômes reconnus pour accompagner l'instituteur, qui reste responsable de sa classe dans tous les cas, et n'est pas simple. N'est pas simple.
Alors ça, c'est la première question. Les moteurs de recherche, bon, je partagerai en partie avec vous, c'est-à-dire ils ne valent que en fonction de leur utilisation. C'est-à-dire que voilà, donc ce à quoi s'est engagé le club, c'est à promouvoir leur utilisation au-delà de finalement des clubs cyclotouristes, etc., qui parcourent beaucoup de kilomètres. Cela étant dit, au fur et à mesure du développement, toutes les indications que nous obtenons sur un certain nombre d'itinéraires, sur leur qualité, c'est toujours bon à prendre dans la mesure où on va les ramener au nombre d'usagers, et on le sait, et relativiser éventuellement les résultats qu'ils nous donnent. Ce qu'on essaie de promouvoir, c'est qu'il y ait le maximum d'utilisateurs de manière à ce que le résultat soit de plus en plus fiable. Mais on a du mal. Je suis d'accord. J'ai aucune envie de les utiliser, par exemple. Voilà. Une raison, en fait, en général. Voilà. C'est D'accord. bon, j'ai répondu à votre question, à vos questions. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, c'est Jean-François Bélanger, rebonjour pour Mobilité Magazine. J'avais deux petites questions, deux petites précisions dont les réponses peuvent être rapides. Je voulais revenir donc sur le tout début de votre intervention sur les chiffres de 2021 où vous indiquez donc une progression, une croissance très forte de l'utilisation du vélo. On ne peut pas passer à côté de la baisse des transports en commun durant la période. Je voudrais savoir si vous avez mesuré la passerelle, ces gens, l'importance de ce transfert depuis les transports en commun vers le vélo. Pour des tas de raisons que tout le monde connaît. Hein. Et la deuxième question, c'est si vous avez une illustration de l'importance des systèmes de vélos en libre service qui sont maintenant en place dans la plupart des grandes villes de France. Voilà, merci. Sur la baisse des transports en commun, je dirais que c'est absolument indéniable. La crise sanitaire fait que la plupart de nos systèmes de transport en commun restent à des chiffres inférieurs à 10 à 20% par rapport aux chiffres d'avant la crise. Alors, il y a l'élément crainte en termes sanitaires, il y a aussi les éléments télétravail, enfin en fonction et aux nouvelles habitudes de travail, je dirais, qui se sont développées. Donc, difficile de chiffrer le transfert exact. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à cette problématique, c'est que quand c'est un basculement du transport en commun vers le vélo, ça ne me dérange pas. Finalement, c'est tout à fait positif, puisque finalement, on a vu les deux mouvements inverses, hein, augmentation du vélo, baisse relative des transports en commun. La hantise, c'est qu'on retourne vers l'autosolisme. La hantise, c'est qu'on retourne vers l'autosolisme. Donc, on doit avoir toute une série d'actions qui vont nous permettre d'offrir des choix à des personnes qui craignent finalement le collectif et qui ne les rejettent pas vers l'autosolisme. Alors, les chiffres exacts, ils évoluent quand même extrêmement rapidement et ils évoluent au fur et à mesure des mesures, des confinements, des préconisations de travail, de télétravail. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'aucun réseau n'est capable de donner des chiffres stabilisés. Suivant les réseaux, on a des grandes tendances. On sait que relativement nos usagers ont repris confiance dans les transports en commun. Mais je vous dis, s'ils ont préféré marcher ou s'ils ont préféré faire du vélo, qu'ils pérennisent cet usage. La hantise, quand on développe le transport en commun, et alors c'est peut-être une aparté, mais c'est le gros inconvénient dans un certain nombre de cas de la gratuité, c'est de transformer des cyclistes et des marcheurs en utilisateurs des transports en commun. Quand c'est l'inverse, ça nous va bien. Là aussi, on veut renverser la hiérarchie. On veut faire en sorte que de la voiture, on passe au transport en commun et du transport en commun qu'on utilise de plus en plus la marche et le vélo. Et c'est ça le cercle vertueux.
Donc, aujourd'hui, les chiffres, ils ne sont pas stabilisés. Je ne peux pas vous en donner de façon… les vélos libre-service, je vais peut-être passer la parole à quelqu'un qui a, si Fabien est encore présent, puisque finalement, il développe des politiques. Je pense que chaque agglomération va certainement avoir des chiffres un peu différents en fonction de sa configuration. Ou Patrice, si… Oui. Bah, effectivement, enfin bon, je connais un petit peu le système Vélib. Donc, bien évidemment, vous le savez sans doute, donc depuis quelques années, donc la pratique, l'utilisation de ces vélos en libre service a beaucoup augmenté. Là, aujourd'hui, elle s'est un petit peu stabilisée parce que, bon, je dirais, il faut peut-être accompagner encore cette croissance. Mais je pense que… alors, je vais faire le raccord avec donc, toute la question du stationnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, il y a un engouement pour le vélo à sens électrique qui permet donc, qui a, je crois, donc contribué au développement de l'usage du vélo. Mais comme cela a été dit et tout le monde en est bien conscient, l'usage, enfin la possession d'un vélo à assistance électrique n'est pas aussi simple qu'il puisse y paraître parce qu'il y a en particulier la question du stationnement et de sa sécurisation lors du stationnement. Donc, c'est vrai que l'alternative donc à la possession d'un VAE, ça peut être donc l'usage d'un vélo donc en libre service, un VAE en libre service. Et là, moi, j'appelle ça donc du vélo as a service. On parle beaucoup de masse, on parle beaucoup de ça. Là, donc, on pourrait dire que donc il y a la notion de vélo as a service, c'est-à-dire que donc la mise à disposition de vélos donc à assistance électrique dans les pôles urbains plutôt dense, mais pas forcément, puisque je connais aussi donc une jeune société qui s'appelle Zouv, qui déploie du vélo en libre service, donc assistance électrique dans des petites communes, en Bretagne, entre autres, et un peu partout. Donc, ce n'est pas forcément donc réservé aux grandes métropoles. Eh bien, en fait, donc, ce service résout donc d'un seul coup, donc un certain nombre de questions. Le stationnement sécurisé, bien évidemment, l'accès donc à ce type de vélo lorsqu'on en avons besoin, et puis aussi la question de l'entretien, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais, on parle beaucoup donc on sait combien c'est facile d'entretenir un vélo mécanique parce que la mécanique est relativement, je dirais, simple, mais donc sur les vélos à sens électrique, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, pour le coup, quand on met à disposition ce type de service ou de vélo à sens électrique, donc en libre service, disposition du public, on résout aussi la question donc, de la maintenance de ces vélos. Donc, aujourd'hui, les chiffres sont là. Les flottes donc, de vélos en libre service donc, sont, je dirais, donc, plébiscitées par le public. Là, en l'occurrence, sur la métropole, on est passé donc, sur la première génération des Vélib, on est passé donc de, je crois que c'est 150 000 usages, donc là, à plus de 350 000. Donc, on voit bien que ça a bien progressé. C'est vrai que le périmètre a changé aussi. Donc le vélo en libre service, donc à assistance électrique, je crois, est une bonne solution. Alors, il y a les solutions strictement privées, comme on l'a vu à Paris, donc adossées à des grandes sociétés plutôt donc américaines, mais ça peut être un service public comme le Vélib, donc puisqu'en fait, donc l'accès au Vélib se fait donc moyennant un abonnement qui reste donc très très modique, puisque c'est moins de 9 € par mois. Voilà. Donc, je crois que le vélo en libre service à assistance électrique a de bons jours devant lui. Merci beaucoup. Fabien Bagnon, vous voulez compléter sur cette question des VLS? Oui, merci. Oui. Juste pour compléter rapidement, effectivement, la dynamique est extrêmement forte. Elle se dément pas à Lyon. Voilà, il y a une évolution depuis 2005 qui est variable, mais en tout cas sur la dernière année, sur la métropole de Lyon, où il y a un peu plus de 4000 vélos en libre service,
on a atteint les 9, en gros, enfin plus de 9 millions de déplacements. Voilà, ce qui est un record en augmentation de plus 28% sur une année. Donc, on voit bien que le vélo en libre service continue à faire partie intégrante du système vélo, voilà, et contribue aussi à remettre en selle un certain nombre de nos concitoyens qui en fait débutent par le vélo en libre service, qu'il soit électrique ou simplement mécanique, et puis alors soit restent dans cet usage pour différentes raisons, et ça a été noté par Patrice, aussi pour une question de peur du vol et de difficulté à se stationner de façon sécurisée, soit évoluent dans leur pratique vers l'achat d'un vélo. Voilà, donc c'est vraiment un sujet à ne pas négliger dans la dynamique globale, avec des chiffres qui sont, en tout cas pour la métropole de Lyon, absolument excellents. Je ne sais pas si on a des statistiques consolidées déjà disponibles à l'échelle de la France. C'était un peu la question. Merci beaucoup. Je pense qu'il est 10h44 et on a un petit peu dépassé le temps qu'on s'était donné. De toute façon, tous les journalistes qui souhaitent poser des questions peuvent s'adresser à Martin Coll, qui fera l'intermédiaire pour organiser, si besoin, des interviews, en tout cas avec la présidente et les vice-présidents du club. Si vous voulez, Guillaume et Jacques, on vous fera passer des demandes. Et on vous les relaiera. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été, on était une cinquantaine au démarrage et assez longtemps. Donc voilà, je pense que la conférence a été bien suivie. Et voilà, on reste à votre disposition pour d'autres questions si besoin. D'accord. On va se débrouiller avec ça. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Françoise, on ne t'entend pas, tu n'as pas ton micro. Bonne journée à tous. Merci à tous et merci pour votre contribution au développement du système vélo. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci. Allez. On y va.